Le vent d'hiver mordait la petite gare de Saint-Aubin-sur-Mer comme une promesse brisée. Moi, Margot Dubois, je me tenais là, sur ce quai désert, avec pour tout bagage un sac en cuir usé et un mensonge soigneusement emballé. J'avais envoyé à Antoine Moreau une photo, mais ce n'était pas la mienne. C'était celle de ma sœur aînée, morte trop tôt, son visage jeune et fin encadré d'une chevelure d'ébène, figée dans le temps. À 32 ans, mes courbes remplissaient ma robe de voyage, un mélange de laine et de soie qui faisait tourner les têtes pas seulement celles des hommes, mais aussi des femmes, qui chuchotaient derrière leur foulard en cachemire. Je savais ce que j'avais fait. J'avais su dès que j'avais scellé cette enveloppe à Paris. Mais une femme sans racines ni appui fait des choix désespérés. Antoine Moreau, banquier aussi froid que ses portefeuilles, m'a dévisagé du regard quand je suis descendu du train. Ses yeux calculateurs, aussi précis qu'un horloger suisse, pesaient chaque détail. « Vous n'êtes pas la femme sur la photo », lança-t-il, la voix tranchante, suspendue dans l'air glacé. Autour de nous, tous les gens sur le quai s'étaient retournés, curieux. Je sentais leur jugement brûler à travers mon manteau de laine. Que arrive-t-il quand le dernier espoir d'une femme se transforme en poussière? Quel prix doit-elle payer pour un mensonge désespéré? C'est de la fraude, pure et simple, tonna Antoine dans le hall de l'hôtel de la gare, sa voix claquant comme un coup de marteau sur une enclume. Les mariés par correspondance doivent être honnêtes sur leurs atouts. Mes joues s'enflammèrent, mais je redressai la colonne. J'avais affronté pire que la déception d'un banquier prétentieux. Le contrat parlait d'une épouse volontaire, de bonne moralité, rien sur l'apparence. Antoine ricana, cruel et aigu, une femme qui ment sur quelque chose d'aussi basique a un caractère douteux. C'est alors que je l'ai vu. Dans un coin de la pièce, l'ombre d'un homme se détachait. Ses yeux sombres captaient chaque mot. William Lemoine, forgeron du village, mesurait près d'1,80 m, une stature usée par le travail. Sa main gauche était incomplète, 2 doigts manquaient, souvenir d'un accident ancien. Sa mâchoire était taillée dans le granit. La plupart des hommes auraient détourné le regard devant une telle humiliation publique. Lui s'avança. « Problème ici », appela-t-il, d'une voix calme mais ferme. Antoine redressa sa veste comme un général prêt à la bataille. « Affaire privée, Lemoine. »« Ça me semble que cette dame mérite mieux que d'être rabaissée en public, » répondit William, posant doucement son regard sur moi. Un frisson monta en moi, pas de gratitude, mais de reconnaissance. Sa voix contenait une autorité tranquille qui n'avait pas besoin de hurler. Quand il me tendit son bras, je le pris sans hésiter. Son contact fit passer un courant électrique à travers mes gants de cuir. J'avais oublié ce que c'était, la force d'un homme offerte, pas imposée. « Merci », murmurai-je. « William Lemoine », dit-il simplement. « Et vous n'êtes pas la première à Saint-Aubin à devoir tout recommencer. » Dehors, la neige tombait comme des secrets bien gardés. Je serrai mon châle autour de mes épaules, consciente d'être loin de tout ce que je connaissais. Je suppose que je devrais trouver un endroit où dormir avant d'organiser mon retour à Paris, dis-je, voix basse. Le souffle de William dessinait des nuages dans l'air glacé. Paris. C'est dommage de faire tout ce chemin pour rebrousser chemin. Je haussai les épaules, sentant une étincelle dans son regard. Antoine Moreau m'a clairement dit que je ne lui convenais pas. Un sourire amusé traversa son visage buriné. Antoine ne saurait pas reconnaître ce qui convient s'il se le prenait en pleine figure. Malgré tout, un sourire naquit sur mes lèvres. Depuis quand un homme m'avait-il fait sourire ainsi? Il y a un poste d'instituteur vacant. Les enfants des mineurs ont besoin d'école. La paye est correcte, et Madame Dupont tient une pension respectable, continua-t-il. Je le regardai, intrigué. Pourquoi aider une étrangère? Il haussa les épaules. Parce que je sais ce que c'est que de devoir tout recommencer. Il posa sa main marquée par les brûlures sur sa poitrine. La guerre apprend à un homme ce que valent les secondes chances. Son ton était bas, prudent, comme s'il me confiait un secret. J'avais assez menti aux jolies paroles. Je devrais prouver que je mérite ce poste. Vous avez tenu tête à Antoine Moreau devant la moitié du village. Je crois que c'est déjà une preuve de courage. Un coup de vent souleva la neige autour de nous, et je frissonnai. Sans réfléchir, William se rapprocha, son corps me protégeant un peu du froid. Il dégageait une odeur boisée, de métal chauffé et de sueur propre, quelque chose de profondément masculin. Mon défunt mari sentait la vieille eau de Cologne rance et la déception. C'était différent avec William. C'était,
je devrais lui montrer l'école. Il me regarda, les traits éclairés par la lumière du feu. Si ça vous intéresse. Je hochai la tête, incapable de parler. Alors que nous marchions dans les rues enneigées, je sentais sa présence à mes côtés, la façon dont il raccourcissait son pas pour s'accorder au mien, comment il se plaçait entre moi et le vent. De petites attentions qui, après des années d'oubli, semblaient monumentales. L'école, au bord du village, était simple mais robuste. William sortit une clé rouillée et me fit entrer. La pièce unique contenait des pupitres grossièrement taillés et un poêle à bois qu'il alluma avec habileté. Les enfants viennent quand ils peuvent, expliqua-t-il en nourrissant le feu. Les familles de mineurs ont besoin de toutes les mains disponibles, mais elles veulent un avenir meilleur pour leurs enfants. Je passai mes doigts sur le tableau noir. J'avais enseigné la catéchèse à Paris, avant que Robert ne décide que ce n'était pas convenable pour sa femme, avant que j'apprenne à me faire plus petite, plus silencieuse. La dernière institutrice, demandai-je. Mariée à un fermier du Nord, parti sans prévenir, répondit William. Nous restâmes un moment dans le silence, seulement le bruit du bois qui crépitait et du vent contre les vitres. « Pourquoi faites-vous ça, vraiment » murmurai-je. Ses yeux sombres croisèrent les miens. « Parce que je sais ce que c'est d'être jugé pour ses cicatrices. » Son honnêteté me serra le cœur. Quand quelqu'un m'avait-il vraiment regardé sans chercher mes défauts? J'ai plus que des cicatrices, monsieur le moine. Moi aussi, madame Dubois. Et la plupart des gens qui valent la peine d'être connus, ici. La tempête grondait dehors, mais dans cette petite école, avec la lumière dansante du feu, je sentais renaître quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, l'espoir. 3 semaines après mon arrivée à Saint-Aubin-sur-Mer, j'avais compris que l'espoir pouvait être une arme à double tranchant. Mon quotidien s'était installé dans une routine rythmée par les leçons du matin avec les enfants des mineurs, les après-midi consacrés à préparer les cahiers et les tableaux, et les soirées passées à la pension de Madame Dupont, où l'on servait un dîner simple, mais toujours accompagné de regards insistants et de murmures à demi étouffés. Un après-midi, alors que je corrigeais des exercices d'arithmétique dans la salle de classe au mur blanchi à la chaux, une voix grave me fit lever les yeux. Madame Dubois. C'était William. Sa silhouette sombre se découpait dans l'embrasure de la porte, la neige encore accrochée à son manteau épais. Il tenait un seau de charbon, essentiel pour alimenter le poêle qui, selon lui, ne devrait pas s'éteindre, surtout quand le soleil se couche si tôt. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dis-je en voyant ses mains noircies de poussière de charbon. Il haussa les épaules, un sourire en coin. « Impossible de vous laisser grelotter. Pas quand vous êtes la maîtresse d'école. » Je sentis mon cœur accélérer sans raison. Cette odeur de bois brûlé mêlée à celle du métal chaud me rappelait les forges de mon enfance, et pourtant, c'était bien autre chose qui m'attirait vers lui. « C'est très gentil, » murmurai-je, en détournant le regard. Il s'approcha un peu, ses yeux noirs brillant d'une lumière particulière. « Je ne veux pas que vous ayez froid. » Nous étions tombés dans une sorte de danse silencieuse, lui trouvant des excuses pour venir à l'école, moi cherchant des prétextes pour accepter son aide. Jamais seul, toujours sous le regard discret de Madame Dupont ou des enfants, mais la tension entre nous était palpable, comme une vapeur prête à éclater. Une fois, il m'avait surpris en train de fermer la porte à clé, et au lieu de partir, il s'était appuyé contre le mur, me lançant un regard qui semblait dire « Je suis là, quoi qu'il arrive ». Je ne savais pas comment réagir. Après tant d'années à cacher mes émotions, à me faire petite, la force tranquille de William me déstabilisait. Un soir, alors que la neige tombait dru et que la pension s'était endormie, je m'étais surprise à penser à lui en fermant mon journal intime. Le vent hurlait dehors, mais dans cette chambre modeste, l'air semblait chargé d'une promesse fragile. Puis, le lendemain, un coup de théâtre. Antoine Moreau se présenta à la porte de Madame Dupont, chapeau à la main et regard contrit. « Margot, je reconnais avoir été trop prompt à juger, » commença-t-il, la voix mielleuse. Madame Dupont servait le thé avec une efficacité désapprobatrice, tandis qu'il exposait son plan. La mairie voulait une première dame pour la campagne électorale, une femme respectable aux racines solides. « Vous avez prouvé votre valeur ici, » continua-t-il, « peut-être pourrions-nous recommencer sur de meilleures bases. » Mon thé refroidissait dans mes mains. Recommencer? Une cour formelle, un jeu de rôle codifié? Ses yeux, pourtant, ne cachaient pas leur calcul froid, évaluant chaque courbe de mon corps comme on jauge une marchandise. Je vis la différence avec le regard brûlant de William, qui m'avait soutenu sans rien attendre, simplement parce qu'il comprenait la valeur d'un second départ.
Il me faut du temps, dis-je simplement. Antoine sourit, sûr de lui. Ne tardez pas trop. Une femme a besoin de sécurité, surtout ici. À peine avait-il quitté la pension que Madame Dupont laissa échapper un grognement. La sécurité, c'est une chose. Être traité comme un bétail, en est une autre. Cette nuit-là, je ne pus trouver le sommeil. Je me glissai hors de mon lit, enfilai mon manteau et me dirigeai vers l'école, là où le silence et le froid semblaient plus tolérables que les regards et les jugements. William y était, penché sur le poêle, ajustant la trappe pour mieux contrôler la chaleur. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ?» demandai-je doucement. Il haussa les épaules, sans me regarder. « Antoine est venu, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, la gorge nouée. « Il veut une cour formelle, un mariage arrangé. » Je pris une profonde inspiration. « Et vous ? Que voulez-vous, William ?» Il se redressa enfin, ses yeux sombres plongés dans les miens. « Je veux que vous soyez libre de choisir, pas prisonnière d'un contrat ou d'une réputation. » Sa voix, rauque et sincère, m'ouvrit une porte que je ne savais plus comment franchir. Mais soudain, le silence fut brisé par un bruit sec à la porte. Une main frappa violemment, faisant vibrer les murs. « Margot !» La voix glaciale d'Antoine résonna dans la pièce. William se tourna instantanément, ses poings se serrant. « Si tu veux parler, fais-le dehors. » Je sentais mon cœur tambouriner. La soirée venait de basculer, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain matin, le village de Saint-Aubin-sur-Mer semblait avoir changé d'atmosphère, comme si la tempête nocturne avait emporté plus que la neige, elle avait réveillé les commérages les plus acides. Dès que je mis un pied hors de la pension, les murmures commencèrent, sournois, rampants, inévitables. « Tu as vu ça ?» glissa une dame à son ami près du marché, le regard chargé de jugement. « Une institutrice venue de Paris, ça ne peut pas être honnête. Et ce William Lemoine, le forgeron. On dit qu'il traîne avec elle. » Chaque mot était une pierre lancée contre moi. Les femmes respectables se regroupaient en petits cercles, leurs chapeaux en feutre inclinés, leurs voix trop basses pour être tout à fait discrètes. Moi, je marchais la tête haute, mais le poids de leurs regards me brûlait comme un feu de braise. Au magasin général, je retrouvai William en train de charger des provisions dans sa charrette. Nos regards se croisèrent, et malgré tout, un éclat de chaleur passa entre nous. Il tenta un sourire, mais je vis la tension dans sa mâchoire. « Madame Dubois » commença-t-il, sa voix basse mais claire, à propos de la nuit dernière. Je crois que c'était une erreur. Je fronçai les sourcils, surprise par sa franchise. Une erreur, répétai-je, cherchant à masquer l'embarras qui me montait aux joues. Oui, souffla-t-il, presque sans s'en rendre compte. Je ne veux pas que tu sois honteuse à cause de moi. Le goût de ces mots était amer. Ce que nous avons ressenti, ce n'est pas une erreur. Il détourna le regard, puis s'approcha, posant doucement sa main sur mon bras. Ce que nous avons ressenti, ça pourrait tout détruire ici. Et qu'est-ce que j'ai construit jusque-là, lançai-je, la voix tremblante. Une vie d'apparence et de mensonges ? William secoua la tête, ses yeux sombres pleins d'une détermination farouche. Tu mérites mieux que ce piège, Margot. Mais avant que je puisse répondre, Antoine fit son apparition, les mains pleines d'un bouquet de roses rouges aussi parfaites que glacées. Il les déposa sur mon bureau à l'école, ses yeux froids scrutant mes réactions. Les commérages, dit-il d'un ton faussement conciliant, c'est regrettable. Mais un mariage avec moi mettrait fin à tout cela. Je regardais les fleurs, belles mais sans parfum, comme lui. Je ne suis pas intéressé. Son sourire se fit carnassier. Ce n'est pas une invitation. C'est un ultimatum. Je sentis la colère monter, mais aussi la peur sourde d'être à nouveau piégé. William entra à son tour, ses poings serrés, prêt à défendre ce que nous avions, contre vent et marée. Laissez-la tranquille, Antoine. Le regard noir d'Antoine croisa celui de William, et l'air sembla vibrer d'une tension électrique. Je savais, au fond de moi, que cette bataille ne faisait que commencer. Les jours suivants, Saint-Aubin-sur-Mer devint un théâtre où se jouait ma vie, sous les regards impitoyables des villageois. Chaque pas dans la rue résonnait comme un jugement silencieux. Les commères, armés de leurs chapeaux en feutre et de leurs aiguilles à tricoter, tissaient des histoires souvent plus cruelles que la réalité. Un matin, alors que je préparais mes leçons, la porte de l'école s'ouvrit brusquement. C'était Madame Dupont, le visage fermé, tenant une lettre à la main.
Margot, dit-elle d'un ton grave, regarde ça. Je pris la lettre, mes mains tremblantes. C'était une plainte officielle adressée au conseil scolaire, mettant en doute ma moralité et ma capacité à enseigner. On me reprochait d'être une étrangère, une femme au passé trouble, une mauvaise influence pour les enfants. Un froid glacial m'envahit, plus cruel que celui de l'hiver dehors. J'avais travaillé dur pour gagner la confiance de ces familles, et voilà que tout pouvait s'écrouler à cause de murmures et de rancunes. William entra alors, son regard sombre et déterminé. « Ils veulent te faire tomber », murmura-t-il en serrant ma main. Mais je ne les laisserai pas faire. Le lendemain, je me rendis au marché pour acheter quelques provisions. Les regards me brûlaient, les chuchotements me transperçaient. Certaines clientes me regardaient comme une intruse, d'autres, plus cruelles, n'hésitaient pas à me lancer des piques. Une Parisienne qui croit pouvoir venir ici et tout changer, lança une femme au foulard rouge, elle finira par payer le prix. Je serrai les poings, refusant de céder à la colère ou au découragement. Mais à cet instant, un cri retentit derrière moi. « William !» Je me retournai pour voir Antoine Moreau s'approcher à grands pas, le visage rouge de colère. « Tu es une mauvaise influence, le moine. Et toi, Margot, tu ne vaux pas mieux. » William se posta entre nous, protecteur et farouche. « Tu ferais mieux de partir, Antoine, avant que les choses ne dégénèrent. » Mais Antoine ne semblait pas disposé à reculer. Je ne laisserai pas cette mascarade continuer. Le village était divisé, et moi, au milieu, je me demandais combien de temps je pourrais tenir face à cette tempête. Pourtant, malgré la peur et la fatigue, une flamme brûlait en moi, celle de ne pas abandonner, de me battre pour ce que je voulais vraiment. Cette nuit-là, alors que je rentrais à la pension, je surpris William dans la ruelle, sa silhouette se découpant dans la lumière blafarde d'un lampadaire. Il s'approcha, ses yeux brillant d'une intensité nouvelle. « Margot, souffla-t-il, je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Mais je te promets que je serai là. » Je posai ma main sur sa joue, sentant la chaleur de sa peau rugueuse sous mes doigts. « Alors marchons ensemble, même si le chemin est difficile. » Mais au fond de moi, une question brûlait, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour sauver ce qui commençait à naître entre nous? Et surtout, que cachait vraiment Antoine Moreau derrière son masque de gentleman? Les jours suivants furent un mélange d'intensité et d'incertitude, chaque moment semblant plus chargé que le précédent. La pension de Madame Dupont, habituellement si calme, résonnait désormais des murmures et des regards furtifs. Moi, Margot, je sentais le poids invisible du village sur mes épaules, mais aussi, paradoxalement, la force nouvelle qui grandissait en moi. Un après-midi, alors que je corrigeais des cahiers dans la salle de classe aux murs blanchis, la porte s'ouvrit doucement. William entra, son pas assuré mais discret. Il portait un pull en laine épaisse, légèrement usé au coude, et ses mains, noircies par le travail à la forge, tenaient une petite boîte en bois. « J'ai pensé que ça pourrait t'aider, » dit-il en me tendant le coffret. « Ce sont des outils d'écriture, pour que tu puisses préparer tes leçons plus facilement. » Je pris la boîte, surprise et touché par cette attention. « Merci, William. C'est très gentil. » Il haussa les épaules avec un sourire en coin. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est offert avec sincérité. » La lumière dorée du soleil couchant traversait la fenêtre, dessinant des ombres dansantes sur les pupitres en bois. Je sentis un frisson d'émotion, un mélange de gratitude et de désir naissant. Ce soir-là, à la pension, alors que je me préparais pour me coucher, je repensais à la scène d'hier à l'école. William, si simple, si vrai, contrastait tellement avec Antoine Moreau, son air calculateur et ses promesses vides. Je me surpris à sourire en pensant à lui. Sa présence était devenue une bouffée d'air frais dans cet hiver oppressant. Son pull en laine, son odeur de bois et de métal, la façon dont ses yeux noirs semblaient lire au-delà des apparences. Tout en lui éveillait en moi des sensations que je croyais oublier. Le lendemain, alors que je traversais la place du village, un groupe de femmes discutait à voix basse, jetant des regards dans ma direction. L'une d'elles, une grande brune aux lèvres pincées, murmura assez fort pour que je l'entende, « Elle ne durera pas ici, cette Parisienne. » Je serrai les dents et continuai mon chemin, décidé à ne pas leur donner le plaisir de me voir vaciller. Mais le soir même, une nouvelle épreuve m'attendait. Antoine Moreau se présenta à la pension, l'air déterminé. Il déposa sur la table un pli scellé. « C'est une mise en demeure », annonça-t-il, son regard froid. « Le conseil scolaire remet en question ta moralité et envisage de te retirer de ton poste. » Mon cœur se serra.
J'avais travaillé si dur, affronté tant d'obstacles, et voilà que tout pouvait s'effondrer à cause de ces accusations. William arriva alors, son visage grave mais résolu. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Il posa une main ferme sur mon épaule. Nous allons nous battre. Ensemble. Je levai les yeux vers lui, sentant une chaleur réconfortante m'envahir. Malgré le froid, malgré les tempêtes, j'avais trouvé un allié, un refuge. Mais au fond de moi, une ombre persistait, quel secret Antoine cherchait-il à cacher, et jusqu'où irait-il pour me briser? Et surtout, dans ce combat qui s'annonçait, qui sortirait vainqueur? Moi, avec ma vérité et mon courage, ou le poids implacable des convenances et des mensonges? Le vent d'hiver soufflait toujours avec violence sur Saint-Aubin-sur-Mer, comme pour rappeler que la paix n'était qu'une illusion fragile. Ce matin-là, en franchissant le seuil de l'école, je sentis une tension palpable. Les regards des villageois, habituellement hésitants, étaient devenus ouvertement hostiles. Le murmure des commérages s'était transformé en une tempête que je ne pouvais plus ignorer. Assise à mon bureau, je tentais de corriger les cahiers des enfants, mais mes pensées étaient ailleurs. Chaque mot que j'écrivais semblait s'effacer sous le poids de l'incertitude. La lettre de mise en demeure pesait lourdement sur mon esprit. Mon avenir à Saint-Aubin était menacé, et avec lui, tout ce que j'avais commencé à reconstruire. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Antoine Moreau. Son costume impeccable tranchait avec la rudesse des lieux, son regard dur et pénétrant fixait chaque recoin de la pièce. « Margot, dit-il d'une voix glaciale, il est temps de discuter sérieusement de ton avenir. » Je me redressai, le défi dans le regard. « Je n'ai rien à discuter avec vous, Antoine. » Il sourit, un sourire qui ne touchait jamais les yeux. « Tu as fait un choix, et ce choix a des conséquences. » Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. William entra, son visage marqué par la fatigue mais empreint d'une détermination sans faille. « Laisse-la tranquille, Antoine, » lança-t-il, s'interposant entre nous. « Ce combat n'est pas le tien. » Le silence s'installa, lourd et chargé de menaces à peine voilées. Je sentais mon cœur battre la chamade, partagé entre la peur et la colère. Plus tard, dans la soirée, alors que la neige tombait doucement dehors, William et moi nous retrouvâmes à l'école. Le poêle crépitait faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Margot, » murmura-t-il, « je sais que ce n'est pas facile, mais je crois en toi. En nous. » Je baissai les yeux, sentant une vague d'émotion m'envahir. « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Il approcha doucement, posant une main rassurante sur la mienne. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Nos regards se croisèrent, et pour un instant, le temps sembla suspendu. Je sentis ses doigts effleurer les miens, une caresse légère qui fit naître un frisson. Mais cette douceur fut interrompue par un bruit sourd à la porte. Un messager du conseil scolaire venait remettre une nouvelle lettre, un ultimatum, soit je quittais mon poste, soit une enquête serait lancée sur mon passé. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Pourtant, malgré la peur, je savais que je ne pouvais pas fuir. Car au-delà des tempêtes, il y avait cette flamme fragile, cette étincelle d'espoir qui brûlait en moi. Et tant que cette flamme vivrait, je lutterais. La neige continuait de tomber, recouvrant Saint-Aubin-sur-Mer d'un manteau blanc immaculé qui contrastait avec l'agitation grandissante au cœur du village. Ce matin-là, je me levai tôt, le poids des événements récents pesant lourdement sur mes épaules. Pourtant, une étrange détermination brûlait en moi, comme une braise prête à embraser tout ce qui m'entourait. En arrivant à l'école, je trouvai William déjà là, occupé à réparer un bureau bancal avec une précision minutieuse. Son pull en laine était couvert de poussière de bois, et ses mains calleuses témoignaient de longues heures passées à la forge et au travail manuel. Je sentis mon cœur se serrer en voyant cet homme simple et fort, prêt à tout pour me soutenir. « Bonjour, Margot, » dit-il en relevant la tête avec un sourire fatigué mais sincère. « Je suis venu t'aider. » Je souris faiblement, reconnaissante. « Merci, William. » Nous passâmes la matinée à remettre l'école en ordre, réparant les fenêtres, nettoyant les bancs, et préparant les leçons pour les enfants. Chaque geste, chaque échange silencieux renforçait le lien fragile qui s'était tissé entre nous. L'après-midi, je fus convoqué au conseil scolaire. La salle était froide et austère, les visages des membres figés dans une expression d'autorité implacable. Antoine Moreau était là, son regard tranchant comme une lame. « Madame Dubois, » commença le président du conseil, « vos manquements à la morale locale sont devenus un sujet de préoccupation.
Nous envisageons sérieusement de vous retirer votre poste d'institutrice. Je pris une profonde inspiration, sentant toute la force que j'avais accumulée ces dernières semaines se concentrer en un seul point. Je suis ici pour enseigner à ces enfants, répondis-je avec calme et fermeté. Pas pour satisfaire des préjugés ou des rancunes personnelles. Un murmure parcourut la salle, et je vis Antoine serrer les poings, frustré par ma résistance. De retour à l'école, William m'attendait, les sourcils froncés. Ils vont essayer de te briser, Margot. Mais je ne te laisserai pas tomber. Je posai ma main dans la sienne, sentant la chaleur rassurante de sa peau rugueuse. Merci, William. Sans toi, je ne sais pas si j'aurais tenu jusque-là. Le soir venu, alors que la neige s'était calmée, nous marchâmes ensemble sur le chemin gelé qui menait à la forge. La lumière vacillante des lanternes dessinait des ombres dansantes, et le silence entre nous était chargé de promesses non dites. Soudain, il s'arrêta et me regarda intensément. « Margot, dit-il doucement, je sais que c'est dangereux, mais je veux que tu sois à mes côtés, quoi qu'il arrive. » Je levai les yeux vers lui, le cœur battant. Je ne reculerai pas. Pas cette fois. Nos mains s'entrelacèrent, et dans ce simple contact, je sentis toute la force et l'espoir d'un avenir incertain, mais partagé. Cependant, au loin, dans l'ombre des ruelles enneigées, une silhouette observait, un sourire énigmatique aux lèvres. Antoine Moreau n'avait pas dit son dernier mot. L'hiver semblait s'éterniser à Saint-Aubin-sur-Mer, enveloppant le village d'un silence épais, presque oppressant. Ce matin-là, alors que je franchissais les portes de l'école, une sensation étrange m'envahit. Comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant que quelque chose d'inévitable se produise. William était déjà là, debout près de la fenêtre, regardant l'horizon où la mer grise se confondait avec le ciel bas. Son visage buriné, éclairé par la lumière pâle du matin, semblait plus dur, marqué par une inquiétude que je n'avais encore jamais vue. « Margot, dit-il doucement, il faut que tu sois prête. » Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas tout de suite. « Prête pourquoi ?» Il posa une main ferme sur mon épaule. Antoine a intensifié ses manœuvres. Il prépare quelque chose. Un frisson me parcourut. Après tout ce que nous avions traversé, une nouvelle menace faisait son apparition, plus sournoise, plus dangereuse. Ce soir-là, à la pension, alors que je tentais de me détendre, une lettre anonyme glissa sous ma porte. Mes doigts tremblants déchirèrent l'enveloppe. À l'intérieur, un avertissement clair, si tu ne quittes pas Saint-Aubin, des secrets que tu caches seront dévoilés. Mon cœur s'emballa. Comment avait-il découvert? Que pouvait-il bien savoir de moi? William entra à ce moment-là, remarquant mon visage blême. Sans un mot, il prit la lettre, la déplia et lut. Ses yeux s'assombrirent. Ce n'est pas juste une menace, murmura-t-il. C'est une guerre. Nous passâmes la nuit à discuter, planifiant comment affronter cette nouvelle épreuve. Malgré la peur, une détermination farouche nous animait tous les deux. Dans les jours qui suivirent, des rumeurs encore plus noires circulèrent. Certains prétendaient avoir vu des hommes rôder près de la forge, d'autres affirmaient que des documents compromettants circulaient déjà entre les mains des notables. Un après-midi, alors que je donnais cours, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme, inconnu au village, se présenta avec un dossier volumineux. Il déclara qu'il venait au nom de la mairie pour enquêter sur mon passé. Le silence tomba comme une chape de plomb. Les enfants me regardaient, perplexes et inquiets. Je sentis William se rapprocher, sa présence solide comme un rempart contre l'injustice. Après l'audience improvisée, alors que le village retenait son souffle, je sus que rien ne serait plus jamais comme avant. Les secrets que je pensais enfouis allaient refaire surface, menaçant de tout emporter sur leur passage. Et dans l'ombre, Antoine souriait, certain que sa victoire était à portée de main. Mais au fond de moi, une flamme résistait encore, prête à tout pour brûler l'obscurité. La nuit enveloppait Saint-Aubin-sur-Mer d'un voile épais, et l'école, habituellement refuge silencieux, semblait désormais porter le poids de 1000 regards accusateurs. Assise à mon bureau, Margot Dubois, je sentais chaque battement de mon cœur résonner dans le silence. La journée avait été un tourbillon d'émotions, entre interrogatoires, murmures et soupçons. William était resté à mes côtés, sa main ferme serrant la mienne, un ancrage solide dans cette tempête. Son visage, éclairé par la lueur vacillante de la lampe à huile, exprimait une détermination farouche. Mais dans ses yeux, je devinais aussi la peur, celle de me perdre, de voir tout ce que nous avions construit s'effondrer. Soudain,
un bruit sourd retentit à la porte. Nous sursautâmes. Un messager, haletant, remit entre nos mains un pli scellé, cacheté du sceau officiel du conseil municipal. Mon souffle se coupa. En dépliant la lettre, mes yeux parcoururent rapidement les mots « Une convocation urgente au conseil » pour discuter de mon avenir à Saint-Aubin. Une décision allait être prise, lourde de conséquences. William se leva, son regard dur posé sur moi. « Quoi qu'il arrive, Margot, je suis avec toi. » Les heures qui suivirent furent un mélange de lutte intérieure et de préparation. Je revoyais chaque instant depuis mon arrivée, les sourires des enfants, la chaleur des regards de William, mais aussi l'ombre menaçante d'Antoine Moreau et ses manœuvres sournoises. Le jour du conseil arriva, froid et gris. La salle était pleine, chaque chaise occupée par un visage familier, certains empreints de compassion, d'autres d'hostilité. Antoine trônait au premier rang, l'air triomphant. Je pris la parole, la voix claire malgré le tremblement intérieur. Je suis venu ici pour enseigner, pour donner aux enfants une chance, un avenir. Je ne suis pas parfaite, mais je suis sincère. Un silence pesant suivit mes mots. Puis, à ma grande surprise, plusieurs voix s'élevèrent en ma faveur, des parents, des enseignants, même quelques villageois. Le verdict tomba finalement, je garderai mon poste, mais sous surveillance stricte. Une victoire fragile, certes, mais une victoire. Alors que je sortais de la salle, un frisson me parcourut. Antoine m'attendait, le regard dur. « Ce n'est pas fini, Margot. Tu n'as encore rien vu. » Je serrai les poings, prête à affronter ce qui venait. À mes côtés, William posa une main rassurante sur mon épaule. Dans le murmure du vent qui balayait la place, je sus que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les jours suivants furent une épreuve de patience et de courage. Saint-Aubin-sur-Mer, ce village jadis paisible, était devenu le théâtre d'une guerre silencieuse où chaque regard, chaque mot, pesait comme une sentence. Moi, Margot Dubois, j'avais tenu bon, mais le prix à payer se révélait plus lourd que je ne l'aurais imaginé. Un soir, alors que la nuit étendait son manteau sombre sur les toits enneigés, William et moi étions à l'école, préparant les leçons du lendemain. La chaleur du poêle contrastait avec le froid mordant dehors, et la lumière douce faisait danser les ombres sur les murs. Soudain, un coup violent retentit à la porte. Nous nous regardâmes, alertes. William ouvrit précautionneusement, dévoilant une silhouette familière mais inattendue, le shérif Pierre Lemoine, frère de William, le visage marqué par l'urgence. « Margot, William, dit-il d'une voix grave, il faut que vous veniez avec moi. Une découverte a été faite à la mine. » Sans hésiter, nous suivîmes le shérif dans la nuit glaciale, nos pas craquant sur la neige fraîche. Arrivés sur place, l'atmosphère était lourde, chargée de murmures inquiets. Une galerie effondrée avait révélé un ancien coffre, scellé depuis des décennies. Le shérif ouvrit le coffre devant nous. À l'intérieur, des documents jaunis par le temps, des lettres, des contrats, et surtout, des preuves compromettantes impliquant Antoine Moreau dans des affaires louches, des détournements de fonds, des manipulations politiques. Un silence stupéfait tomba sur l'assemblée. Antoine, présent parmi les villageois, pâlit visiblement, son masque de respectabilité fissuré. William posa une main ferme sur mon épaule. Voilà la vérité qui éclaire l'ombre. Je sentis une vague de soulagement et de peur mêlée. La bataille était loin d'être finie, mais cette révélation pouvait tout changer. Alors que les villageois murmuraient, certains en colère, d'autres soulagés, un cri retentit soudain au loin, coupant net l'agitation. Un feu venait de se déclarer dans la pension de Madame Dupont. Nous courûmes, le cœur battant, vers l'édifice en flammes. Dans le chaos, une silhouette se détacha des ombres, Antoine, le regard dément, disparaissait dans la nuit glacée. À genoux devant les ruines fumantes, je compris que cette histoire n'était pas terminée. Que la lutte pour la vérité, pour la justice, venait à peine de commencer. Et tandis que les flammes léchaient le ciel nocturne, une question brûlait dans mon esprit, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger ce que nous aimons ?